promesse trahie de Patrick Jay. Chapitre 5. La crise nominaliste. À plusieurs reprises dans son œuvre, René Guénon situa les débuts de la crise moderne, non pas à la Renaissance ou à l'âge classique, mais vers la fin du Moyen Âge, au début du XIVe siècle. Cette vue, largement confirmée par les historiens, était notamment justifiée par l'évocation de la fin du régime féodal et du démantèlement de la chrétienté. Un autre fait, d'une exceptionnelle importance aux yeux de René Guénon, en tant que signe marquant de ce déclin, était la destruction en 1314 de l'ordre du Temple, considéré comme directement responsable de la déviation qui allait en résulter, conformément au point de vue de Dante. Note de bas de page. Voir l'article de René Guénon intitulé « Les gardiens de la Terre Sainte » dans Symboles fondamentaux, page 113. Au chant 29 du Paradis, Dante fait subtilement allusion à cet événement lorsqu'il dit, « Là verrez-vous le deuil que sur la scène jette celui qui fausse la monnaie et mourra estoqué d'importe coën. » Philippe le Bel, qui est naturellement visé ici, fut effectivement tué par un sanglier à la chasse. Quant à la mention « de la Seine », ni André Pézard, ni la plupart des traducteurs de Dante ne semblent avoir remarqué qu'il s'agissait de signifier par ce moyen l'endroit où Jacques de Molay fut supplicié, à la pointe occidentale de l'île de la Cité. Retour au texte. La principale conséquence de cette condamnation des Templiers avait été, toujours selon René Guénon, de rompre les relations régulières de l'Occident avec le centre du monde. Note de bas de page. Curieusement, un des chefs de file du nominalisme, Guillaume d'Occam, fait référence à ce sujet, peut-être consciemment, dans le cadre d'une démonstration logique apparemment innocente. Celui-ci écrivait en effet, dans son prologue au commentaire sur les 8 livres de la physique, par conséquent, chercher quel est le sujet de la philosophie de la nature est semblable à la question par laquelle on demanderait quel est le roi du monde. Car, comme il n'y a pas de roi du monde, etc., c'est nous qui soulignons. Fermez les guillemets. Retour au texte. Or, non seulement les 3 années 1314-1317 furent catastrophiques sur le plan social et économique, d'après M. Mola, mais ce siècle dans son ensemble vit se dérouler un nombre impressionnant d'événements particulièrement sombres. Rappelons au seuil de ce chapitre les tragiques épisodes de la guerre de Cent Ans débutée en 1337 et, 10 ans plus tard, l'arrivée de la peste noire en Occident, dont mourra Guillaume d'Occam à Munich vers 1349, les nombreuses famines et les tremblements de terre, le drame de la Jacquerie de 1358, puis l'explosion de l'autorité pontificale qui aboutira au grand schisme dès 1378, etc. À l'évidence, il s'agit bien, comme le pense Bernard Gorsex, d'un véritable cycle infernal dont la violence semble ne pas avoir touché que l'extériorité des choses. En effet, à ce cortège de calamités vient s'ajouter l'apparition d'une école de pensée presque entièrement nouvelle, et qui va rompre avec la totalité des fondements de l'ancienne spiritualité chrétienne. Ceux que l'on appellera nominalistes ou conceptualistes vont ainsi, en précurseurs, préparer l'avènement des principales tendances intellectuelles de la modernité, depuis les postulats de la physique jusqu'au criticisme kantien. Car même si nous n'ignorons pas l'existence d'un premier nominalisme au XIe siècle avec Rosselin, il appartiendra à ses continuateurs du XIVe siècle, Guillaume d'Occam en particulier, mais aussi Buridan, d'inaugurer un cycle historique sans rapport avec celui qui l'avait précédé. Cependant, une analogie s'impose entre cette période annonciatrice de grands changements et la naissance, déjà évoquée au chapitre 2, d'une philosophie profane coupée du mythe et de l'ancienne religion archaïque dans la Grèce du VIe siècle. D'une certaine manière, le nominalisme va reproduire cette rupture, mais cette fois en repoussant implicitement le mythe chrétien et sa métaphysique. C'est donc la conscience moderne
qui émerge avec le nominalisme accompagné de sa mission essentiellement critique et destructrice. Au cours des dernières décennies, d'importants travaux ont été réalisés qui ont permis de saisir avec assez de précision le sens de l'entreprise conceptualiste. La majorité des commentateurs ont cependant présenté avec une secrète sympathie le nominalisme comme un mouvement d'émancipation à l'égard du vieux corpus théologique médiéval. Encore aujourd'hui, on peut constater l'existence d'une approche unilatérale et purement laudative de Guillaume d'Occam, comme si Occam avait inventé la logique et réduit à néant par la seule force de ses arguments les principes de l'ontologie réaliste. L'interprétation actuelle du phénomène nominaliste demeure par conséquent ambiguë dans la mesure où elle ne permet pas toujours de bien comprendre la nature profonde de celui-ci. Dès lors, nous croyons qu'il est indispensable de revenir d'une part sur les composantes théoriques foncièrement déstructurantes du nominalisme et, d'autre part, sur leurs conséquences à l'égard de certains aspects majeurs de l'herméneutique psychologisante du XXe siècle. Rétrospectivement, il semble qu'à plus d'un titre, le fameux rasoir d'Occam, note de bas de page, cette expression fait référence au principe d'économie, qui chez ce dernier visait l'élimination de l'idée d'essence rapportée aux choses. Retour au texte. Le fameux rasoir d'Occam a bien fonctionné. Même si la coupe est illusoire, et si de plus, comme le pensait Ingarden, Descartes et Copernic n'ont pas lu les nominalistes, il n'empêche que ces derniers ont exprimé une possibilité intellectuelle étroitement liée au temps qu'ils vivaient. Note de bas de page. Nous suivons ici ce que dit René Guénon concernant, ouvrez les guillemets, les déterminations qualitatives du temps, voire le règne de la quantité, page 44. Descartes et Copernic ont exprimé une possibilité intellectuelle donc étroitement liée au temps qu'ils vivaient et qui, répétons-le, a joué un rôle phare dans la construction du monde moderne. En quoi ces conceptions révolutionnaires ont-elles pu à ce point conditionner de manière diffuse mais efficace l'existence même d'une pensée sécularisée du mythe? Telle est la question à laquelle nous tenterons de répondre. Contrairement au nouvel esprit anthropologique, la critique nominaliste présente une grande cohérence interne. Qu'il s'agisse du problème du signe, du lieu en physique, du statut des universaux, de la métaphysique, du rapport entre le pouvoir royal et la papauté, on découvre avec étonnement la présence d'une rare unité de perspective. Tout d'abord, un des éléments déterminants de la philosophie d'Occam, assurément le plus incisif, consiste en une humanisation radicale du langage. Les mots, comme le soulignait Émile Breillet, sont désormais conventionnels, ils sont le fruit d'une institution. Ainsi, le langage n'est plus le reflet privilégié de l'être, les idées, les concepts, l'universel n'ont de réalité que dans l'âme. Selon Occam, ouvrez les guillemets, les mots sont créés par imposition. Note de bas de page. Voir Guillaume d'Occam, Somme logique, chapitre 1. Retour au texte. Les mots sont donc créés par imposition, c'est-à-dire par une donation de sens qui réunit de façon arbitraire un son à un concept. Cette innovation vise une dissolution du rapport naturel entre le nom et la chose qu'il désigne. Un abîme est donc creusé entre la réalité objective et le langage, de telle sorte que celui-ci n'a plus de prise directe sur le monde. Autrement dit, les mots ne contiennent plus, ils ne révèlent plus l'essence des êtres. Les noms des choses, comme le pensait encore Cratyle, ne décrivent plus leur nature. Note de bas de page, voir le Cratyle de Platon. Plus loin, Cratyle dit également, ouvrez les guillemets, quand on sait les noms, on sait aussi les choses. Fermez les guillemets, un retour au texte. Ainsi, le mystère qui associait depuis les origines l'acte divin de création
à l'acte de nomination, se trouve-t-il occulté dans la nouvelle conception nominaliste du verbe? Note de bas de page. Il n'est pas dans notre intention de chercher ici les causes de cette rupture. Toutefois, on peut penser que l'absence de langue sacrée en Occident, hormis l'hébreu, dont a parlé René Guénon, peut être signalée comme étant une des raisons fondamentales de la crise que nous évoquons, voire aperçue sur l'ésotérisme chrétien, chapitre 1. Retour au texte. Un des effets immédiats de cette réinterprétation du langage fut de manière plus grave encore sur le plan théologique cette fois, de détrôner pour ainsi dire l'universel, l'eidos, en faisant de simples signes ou termes. Plus précisément, l'universel en tant que, ouvrez les guillemets, qu'essence commune à une multitude indéfinie d'individus. Note de bas de page. Voir René Guénon, Le règne de la quantité, chapitre 1. Retour au texte. N'est plus considéré par Occam à la manière d'une chose, entre guillemets, extramentale. Note de bas de page. Voir Somme de logique, chapitre 15. Retour au texte. Du fait de sa désubstantialisation, l'universel devient exclusivement une, entre guillemets, intention de l'âme. En outre, Occam croit justifier son point de vue en soutenant, par référence à un principe de contradiction qu'il applique trop étroitement, que l'universel ne peut à la fois être un et transcendant, tout en étant présent dans chacun des êtres qui l'informent. Note de bas de page, voir Somme de logique, chapitre 16. Retour au texte. Malgré une dialectique des plus sophistiquées, qui tente, toujours a posteriori, de démontrer les thèses que Guillaume d'Occam impose dogmatiquement, sa réfutation semble artificielle. La logique ici apparaît plutôt comme une formalisation d'idées préconçues. Par exemple, à la question « Qu'est-ce que le genre ?», Occam affirme d'emblée, ouvrez les guillemets, « Il faut noter en premier lieu que le genre n'est pas une chose en dehors de l'âme, appartenant à l'essence de ce dont il est prédiqué. C'est une intention de l'âme, » fermez les guillemets. Par la suite, Occam réitère cette même négation à propos de l'espèce, de la différence, etc. C'est-à-dire de l'ensemble des idées universelles que le néoplatonicien Porphyre avait transmis à l'Occident dans son Isagoge. Selon notre homme, comme le souligne justement M. Flash, les anciens scolastiques entre guillemets, avaient projeté leur construction conceptuelle sur les choses et sur Dieu. Fermez les guillemets. Note de bas de page, voir Introduction à la philosophie médiévale, page 175. Retour au texte. C'est donc pour Occam, précise encore M. Flash, ouvrez les guillemets, dans notre pensée et notre langage que, par après, nous formons des structures universelles. Fermez les guillemets. L'ontologie réaliste, une fois déracinée de sa terre céleste, il revient au sujet de produire les concepts qui lui permettront d'appréhender le monde de façon résolument moderne. En renonçant à la notion clé de participation entre guillemets, des créatures aux idées universelles et réelles contenues dans l'entendement divin, fermez les guillemets, Occam détruit d'une part le lien ontologique permanent réunissant les choses à leurs principes, et d'autre part, ce rayon lumineux dont parle saint Bonaventure, qui seul permet à l'homme l'accès aux sciences véritables, dont le Verbe est l'unique centre. Note de bas de page. Voir les 6 jours de la création. Page 101. À l'évidence, saint Bonaventure représente la véritable tradition franciscaine, qui dès le XIVe siècle fut particulièrement malmenée, sinon trahie. Retour au texte. Si donc les êtres ne possèdent plus d'ipséité, entre parenthèses essence, résidant éternellement dans l'esprit divin, la réalité essentielle de l'univers et de son auteur devient définitivement inconnaissable.
On assiste là, soulignons-le, à une mentalisation sans précédent de la quête du savoir, qui, détachée de toute référence à une doctrine révélée, devient une investigation purement individuelle. L'utilisation, par trop limitative, du principe de contradiction au sujet des universaux. L'idée ne peut, rappelons-le, être à la fois une et simultanément dans plusieurs choses, fut assez logiquement étendue au problème des noms divins. Il n'est pas concevable, en effet, d'après Occam, d'envisager l'existence de l'unicité de Dieu et dans le même temps la présence en lui d'une multitude de noms particuliers. Aussi est-il nécessaire à ses yeux, pour éviter la contradiction, entre guillemets, de nier la réalité des noms divins, afin de préserver, entre guillemets, la simplicité radicale de Dieu. De ce fait, Occam refuse toute analyse des choses divines. Les noms de Dieu qui, antérieurement, qualifiaient nécessairement les créatures, se partagent et s'expliquent, selon Denis, d'après les degrés divers de ces manifestations. Plus profondément, c'est au moyen des noms que le principe donne naissance au monde, puisque ces derniers supposent l'entrée dans une relation à l'égard du multiple. Comme le Seigneur nécessite le serviteur, le pourvoyeur implique qu'il y ait une créature à pourvoir, etc. Les rejets des noms, de même que celui des idées platoniciennes, conduit par conséquent à rendre le rapport de Dieu avec le cosmos encore plus incompréhensible, pour aboutir à une autonomisation de l'existence à l'égard de sa source, de plus en plus lointaine. En ce sens, il résulte de tout ceci l'émergence du concept moderne de nature, à qui sera par la suite attribué un pouvoir de création indépendant de toute causalité divine. Comme l'ont bien vu la majorité des spécialistes du nominalisme, l'abandon chez Occam et d'autres de l'ontologie est ce qui rendra possible plus tard l'essor de la physique et de l'expérimentation. De plus, l'assimilation également nouvelle de la matière avec la quantité va conditionner la recherche des lois de la nature, en excluant désormais l'idée d'une compréhension de sa signification en tant que théophanie. L'absence d'une entre guillemets puissance motrice extracosmique à l'œuvre dans les corps sensibles préfigure non seulement le principe d'inertie, mais il ruine aussi, du moins dans les esprits, la présence d'une finalité inhérente au devenir du monde, pour ne privilégier de façon symptomatique que la causalité efficiente. Certes, Occam n'est pas le premier des physiciens, mais il projette une perception du réel qui constitue le cadre futur d'interprétation de la Via Moderna. Parce qu'il ne parvient pas à saisir dans une synthèse supra-rationnelle, ouvrez les guillemets, comment ce qui est plusieurs peut-il aussi être un, fermez les guillemets, Occam procède à une condamnation verbale de la métaphysique. On constate à travers ce geste une sorte d'institutionnalisation des limitations propres à un individu qui amorce aussi l'agnosticisme démocratique de la cité occidentale. La science et la sagesse, considérées jadis comme le fruit de la sainteté et de l'ascèse, deviennent ici une utopie. Seule subsiste d'un côté une logique du langage et de l'autre, une foi qui ne peut prétendre à la connaissance. Inversant la portée habituelle de la théologie apophatique, Occam propose, plutôt qu'une théologie négative, une négation de la théologie. Ouvrez les guillemets. Je dis, soutient Occam, que ni l'essence divine, ni la quiddité divine, ni quelque chose d'intrinsèque à Dieu, ni quelque chose qui est réellement Dieu, ne peut être connu en soi par nous. L'aveu est clair et représente une première ébauche du criticisme que systématisera Kant au XVIIIe siècle, en bloquant l'accès au noumen. Dire par conséquent qu'il reste entre guillemets beaucoup du discours théologique après la tourmente nominaliste, comme l'affirme M. Alféry, c'est peut-être minimiser l'effet dévastateur de sa mission.
Au contraire, en séparant le monde de Dieu, Occam rabat l'objectif normal de la théologie du côté de l'éthique, préfigurant là aussi Kant de façon assez saisissante. La raison pratique, en voyant ainsi le jour, définira une morale, elle aussi retranchée de la sphère noétique, achevant de confiner la théologie dans le domaine de l'action, livrée au libre arbitre. Parce qu'elle ne s'appuie sur aucune connaissance empirique, la métaphysique, tel un fantôme, suivant l'expression de M. Alféry, est réduite à une discussion sur « la signification des mots ». La philosophie elle-même ne saurait être envisagée au sens aristotélicien comme une recherche des premiers principes, ni comme une remontée au sens platonicien vers le monde des idées. Elle ne représente plus, dans une optique incontestablement pré-kantienne, qu'un travail de bornage et de délimitation du savoir humain. Nous passons donc avec Occam, pour reprendre la formule de M. Flash, d'une vision où le cosmos divin et la création sont conçus comme le livre visible écrit par Dieu, à une vision où le monde est une collection de faits. Note de bas de page. Joël Billard admet sur ce point qu'il y ait rupture avec, ouvrez les guillemets, la vision cosmo-théologique selon laquelle le monde serait lui-même un langage, fermez les guillemets. Retour au texte. Ceci posé, nous ne pensons pas qu'il faille valoriser outre mesure cette mutation, en soutenant par exemple que le nominalisme a définitivement réglé le problème des universaux. Leur élimination du champ de conscience des premiers hommes modernes est moins le résultat d'une simple transformation de la technique logique, fermez les guillemets, comme le reconnaît Joël Billard, que d'une modification substantielle de la psyché collective à cette époque. En réalité, l'usage de la logique semble davantage correspondre à un faire-valoir au service des conceptions préméditées. C'est pourquoi une réfutation de la part des réalistes sur le même terrain ne pouvait pas plus aboutir à la fin du Moyen Âge qu'aujourd'hui. Saisir la portée de cette modification s'avère en ce sens beaucoup plus important et instructif qu'une ratiocination supplémentaire concernant l'argumentation nominaliste. À cette fin, nous nous appuierons sur le travail intéressant et perspicace de M. Paquet, qui, contrairement à beaucoup d'autres historiens, a bien cerné l'importance du rôle joué par les nominalistes dans la formation du moderne concept de réalité. Note de bas de page. Voir le statut parisien des nominalistes. Précisons que cet ouvrage est rarement cité par les médiévistes, peut-être à cause du rapport de filiation entre la philosophie du XIVe siècle et la science actuelle qu'il met particulièrement bien en lumière. Retour au texte. Même si nous ne partageons pas toutes ces conclusions, la plupart d'entre elles méritent ici d'être restituées. Nous ne nous attarderons pas sur le problème obscur et compliqué du statut de 1340 interdisant l'occamisme. Nous tenterons davantage de réunir les éléments susceptibles de préciser le point de vue énoncé jusqu'à là, selon M. Paquet. La rupture déjà évoquée entre la réalité et la langue a pour effet ce qui semble hautement significatif dans le cadre de notre recherche, une libération de l'individualité vis-à-vis de l'ancien domaine communautaire de la parole. On assiste donc à un véritable essor de la subjectivité en tant que telle. La chose n'étant plus déterminée par l'essence nominale commune qui jusqu'ici manifestait son être, celle-ci devient indépendante du mot et de ce fait récupérable par un « je pense » affranchi de toute nomenclature traditionnelle. En renonçant à des universaux séparés et réels, Occam ou Buridan ne se prive pas seulement du moyen de connaître le monde d'après la doctrine des idées divines, il met en avant un système d'investigation que régit la seule subjectivité mentale. On observe ainsi, suivant M. Paquet, un déplacement de l'universel depuis le domaine de la réalité, d'une res universalis vers le domaine psychologique des contenus de conscience, fermez les guillemets. Le doute portant désormais sur tout ce qui existerait en dehors des représentations du sujet prépare la situation de Descartes et l'enfermement dans
ouvrez les guillemets, la prison de ce monde intérieur, fermez les guillemets. Comme le dit fort bien M. Paquet, l'ensemble de ce processus équivaut par conséquent à une authentique psychologisation. Ce fait essentiel à la compréhension du nominalisme suppose bien entendu la mise en retrait de, ouvrez les guillemets, l'origine non humaine de l'être, fermez les guillemets. Or, ce vide de constituant spirituel est précisément ce qui va empêcher durablement la vision du cosmos en tant que symbole de réalité supérieure. Plus rien ne renvoie à rien, puisque ces réalités n'existent plus. La réduction au psychique, constatée par M. Paquet, du projet heuristique des nominalistes devait logiquement conduire à un autre aspect caractéristique de la modernité, celui de l'émiettement des systèmes de pensée. Puisque seule subsiste la sphère mentale de l'ego, l'individu peut en effet proclamer son autonomie en mettant en avant sa subjectivité. Pour ce motif, note Alain de Libera, la pluralité des sujets va engendrer la pluralité numérique des métaphysiques et permettre l'entrée dans une nouvelle Babel des conceptions du monde, puis des opinions antithétiques aujourd'hui surmultipliées. Surtout ceci, Buridan est très clair, ouvrez les guillemets. L'objet, dit-il, de la métaphysique est un terme, à parler rigoureusement, un terme mental. Et si l'on demande où est ce terme, dans ma représentation ou dans la tienne, alors il faut répondre, tu as ta métaphysique dans ta représentation et moi la mienne dans la mienne. Fermez les guillemets. La dissolution de l'universel aboutit en fin de compte à celle du principe d'unification des individus, qui intellectuellement se trouve pris maintenant dans les sables de la réflexivité pure. Le rejet de la pierre d'angle équivaut par conséquent à l'effondrement global du monde humain, et surtout à la disparition de sa signification cachée. Même si, redisons-le, l'influence du nominalisme n'est pas directe et repérable au moyen de preuves documentaires sur les siècles futurs, elle ne représente pas plus la base sinon l'âme secrète de l'herméneutique moderne et contemporaine. Il n'est pas jusqu'au refus de l'autorité pontificale chez Occam qui ne s'inscrivent dans ce mouvement stupéfiant de la déstabilisation de l'Occident médiéval, constituant par là un signe historique et un emblème marquant du syndrome némrodien. En insistant sur les conséquences qui allaient résulter de la diffusion du nominalisme dans l'évolution de nos sociétés, nous avons voulu montrer comment cette école fut à l'origine d'une sorte de fermeture concrète de l'horizon métaphysique occidental. Nécessairement, en bouchant l'accès du monde spirituel, le monde intermédiaire, entre parenthèses, psychique, fermez la parenthèse, allait devenir une véritable proie pour les chercheurs, jusqu'à ce que ce monde lui-même, et cela très vite, subisse du fait de l'absence de référence à l'intelligible, une grave mutilation, limitant ses manifestations à des fantasmes individuels. Cette psychologisation extrême, nous l'avons vu, a été effectuée sur la psychanalyse plus spécialement jungienne. Or, il se trouve que dans Type psychologique, Jung a consacré tout un passage aux relations entre nominalisme et réalisme. Note de bas de page. Précisons que celui-ci est précédé d'un chapitre consacré à la transsubstantiation, que Jung considère comme, ouvrez les guillemets, une pièce de choix dans la collection des erreurs humaines. Retour au texte. Nous entendons reprendre dans ce qui suit l'essentiel de l'exposé jungien sur ce sujet car il nous permettra de mieux percevoir l'existence d'une filiation souterraine entre occamisme et psychanalyse. En premier lieu, Jung rappelle que, ouvrez les guillemets, par nominalisme on entend la théorie qui affirmait que les universaux, ou concepts du genre, ou idées générales, comme par exemple la beauté, le bien, l'animal, l'homme, etc., ne sont que des noms, nomina, des mots, ou, comme on le disait ironiquement, des flatus vocis. Fermez les guillemets. Le réalisme, quant à lui, est défini de la façon suivante. Il s'agirait d'affirmer que, ouvrez les guillemets, les universaux existent ant rem, que les idées générales ont une existence propre, à la façon des idées de Platon. Fermez les guillemets. Après quoi Jung s'engage dans un examen rapide du problème des universaux dans l'Antiquité.
ce qui va lui donner l'occasion de prendre position plus clairement. C'est bien évidemment en savant nominaliste que Jung entend aborder cette question. Selon lui, le fait de rendre réelles nos abstractions consiste en une concrétisation du pensée. Mais ce processus n'est pas artificiel, il est naturel. Ouvrez les guillemets. Chez les primitifs, disait Jung, l'imago, résonance psychique de l'impression sensorielle, est si forte et si décidément sensible qu'au moment où elle réapparaît, donc sous forme d'image souvenir spontanée, elle a le caractère d'une hallucination. Quand le primitif pense, il a des visions dont la réalité est telle qu'il confond continuellement psychique et réel. Fermez les guillemets. Ainsi, le songe véridique ou la vision initiatique ne sont pour le psychologue qu'une réification, entre parenthèses, c'est-à-dire une chosification, fermez la parenthèse, des contenus psychiques en dehors de l'âme, si bien qu'ils prennent généralement l'apparence d'une révélation. En fait, pour Jung, il faudrait visiblement chasser ce faux principe d'inhérence entre le mot ou l'image et la réalité. Même si Jung évoque le caractère non résolu du problème de l'inhérence, il semble opter assez distinctement pour les thèses nominalistes. Ouvrez les guillemets. La puissance de l'illusion, écrit-il, dénoncée par Kant, n'est pas autre chose que la puissance magique primitive du mot contenu secrètement dans le concept. Une longue évolution a été nécessaire pour que les hommes apprennent à voir que le mot, le flatus vocis, n'exprime pas ou ne produit pas chaque fois une réalité. Fermez les guillemets. Plus loin, Jung confirme de manière décisive, ouvrez les guillemets, la grande œuvre psychologique du nominalisme antique et médiéval est précisément d'avoir complètement brisé l'identité magique ou mystique du mot et de la réalité objective. Fermez les guillemets. Cette déclaration est bien sûr capitale pour notre sujet. Elle implique que la psyché humaine soit finalement le foyer générateur de la réalité. Son activité créatrice incessante fait d'elle, ouvrez les guillemets, la mère de toutes les possibilités, fermez les guillemets, le milieu duquel, ouvrez les guillemets, les réponses à tous les problèmes, fermez les guillemets, peuvent survenir. Cette, ouvrez les guillemets, fantaisie créatrice, fermez les guillemets, comme l'appelle Jung, en tant que produit de l'inconscient, devient donc la matrice véritable d'un universel dégradé en phénomène mental. C'est ainsi que, ouvrez les guillemets, les représentations symboliques de toutes les religions sont des figurations de processus inconscients sous des formes typiques de valeurs générales, fermez les guillemets. La réduction anthropocentrique opérée, ou plutôt radicalisée par Jung, fait en ce sens de chaque réalité principielle ou créaturelle traditionnelle une invention du psychisme inconscient. Ce retournement du monde, cet affaissement de l'ordre ancien participe d'une volonté de désorganisation du cosmos. C'est toute la hiérarchie normale de l'existence universelle qui en est en effet aplatie au niveau de l'individu. Selon Jung, par exemple, ouvrez les guillemets, chaque fois qu'il nous est donné d'observer une religion naissante, nous voyons que les figures de la doctrine se présentent au fondateur lui-même comme des révélations, ce qui signifie qu'elle concrétise sa fantaisie inconsciente. Les formes nées de son inconscient, il déclare qu'elles ont une valeur générale et remplacent de la sorte les fantaisies individuelles des autres. L'évangile de saint Matthieu nous a conservé un fragment de ce processus dans la vie de Jésus-Christ. Dans le passage de la tentation, nous voyons comment l'idée de royauté se présente de l'inconscient au fondateur sous la forme d'une apparition du diable lui offrant la domination des empires terrestres. Fermez les guillemets. Tout en approuvant la réaction de rejet que manifeste le Christ vis-à-vis de cette fantaisie, Jung déstructure complètement l'histoire sacrée et l'économie divine de la création, en faisant du diable un simple entre guillemets nom. Parce qu'il retire aux démons leur existence singulière, Jung sécularise le mal en même temps qu'une part importante de la vie ascétique. En outre, tout un pan essentiel de l'eschatologie religieuse, en particulier la venue d'un antéchrist, ennemi juré de l'homme, se trouve ruiné et sans objet. L'idée d'un plan divin au sein duquel s'affrontent des puissances lumineuses et ténébreuses perd toute signification.
Cependant, avec son habileté diplomatique coutumière, Jung ne dévalorise pas complètement la religion. Il réintègre ses objets et sa démarche dans la perspective de la cure psychanalytique, sous la forme de pulsions ou d'archétypes de l'inconscient collectif ou de fonctions mentales. L'étonnant concept jungien de synchronicité peut bien apparaître dans cet ordre d'idées comme un substitut laïque de la notion de signe, voire de providence, puisque la coïncidence d'événements significatifs est à nouveau assumée, quoiqu'en un sens nécessairement profané. Ces différentes récupérations visent à la fois une destitution de l'universel, des êtres suprahumains, entre parenthèses anges et dieux, fermez la parenthèse, des êtres infrahumains, entre parenthèses démons, fermez la parenthèse, et une réinsertion de ce qu'ils représentent au niveau psychologique. Or, cette politique, aussi curieux que cela puisse sembler, a reçu dans le dernier cas cité, celui des démons, un accueil des plus favorables de la part de plusieurs représentants du monachisme contemporain. Il s'agit de présenter l'ancienne démonologie d'Evagre ou de Jean Cassian en le débarrassant de son imagerie désuète et finalement choquante pour un homme du XXe siècle. Aussi, M. Grun procède-t-il à un subtil panachage de citations des pairs avec celles de Jung et de M. von Franz. Loin d'être anecdotique, cet effet ultime d'un nominalisme poussé à l'extrême par la psychanalyse confine le mot démon à n'être qu'une image, un symbole, au sens faible du terme. Les moines auraient décrit avec leurs mots à eux ce qui pourrait très bien être abordé à l'aide d'un langage plus scientifique tel par exemple que celui des psychologues. En fait, pour M. Grun, il ne s'agit pas simplement d'osciller entre deux registres terminologiques également disponibles, mais plutôt de ménager l'un et l'autre en laissant artificiellement le choix entre une approche purement religieuse de la question et son traitement psychanalytique. Cette apparence d'objectivité laisse entendre que ces deux conceptions tenteraient de cerner, sans doute différemment, les mêmes phénomènes au point d'être jugés complémentaires. D'après ce que nous avons rappelé précédemment, celle-ci semble au contraire tout à fait inconciliable. Les démons et la possession ne sont pas seulement des noms anciens pour désigner les complexes dont s'occupe maintenant la psychologie des profondeurs, ils sont privés d'existence propre. Mais une fois de plus, le processus de psychologisation ne s'arrête pas ici. Le réel ontologique est tout d'abord ramené à un mot, puis, en second lieu, il se trouve réobjectivé dans le psychisme. Autrefois manifestation du mal, le démon n'est plus qu'une personnification allégorique des états passionnels. Cet exemple illustre bien, selon nous, d'une part la grande fragilisation d'une pensée religieuse qui ne sait plus à quel saint se vouer, travaillée par le doute à l'égard d'une tradition ascétique avec laquelle elle ne semble plus avoir conservé de relations profondes, et d'autre part un double mécanisme visant, suivant la logique nominaliste et agnostique, à transformer l'intelligible en simple nom, quitte à le légitimer par la suite en tant que composant naturel du psychisme humain. Tel est précisément ce qu'accomplit le nouvel esprit anthropologique lorsqu'il tente la régénération de l'Homo symbolicus, non dans l'espoir de lui permettre à nouveau l'accès à une gnose révélée, mais dans celui de rétablir son équilibre psychosocial. Paradoxalement, à la liquidation nominalisme du mythe succède la restauration du mythe opium, comme si le pâle reflet de sa puissance perdue allait désormais suffire pour l'homme post-moderne au rétablissement d'une image tronquée de la vérité oubliée.